Merci Bernard pour cette très gentille introduction. Je pense pas tout à fait méritée, mais bon, ça, vous me le direz après mon intervention. Difficile de passer après quand même, Eric. Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste du changement climatique, loin s'en faut. Heureusement qu'il est passé avant moi. Donc, je tenais à remercier le comité d'organisation pour m'avoir invité à échanger avec vous et discuter de ces problématiques. Alors, qualité des eaux, qualité chimique et micropolluants, en lien avec le changement climatique, bon, avec beaucoup d'humilité en ce qui me concerne. Alors, tout d'abord, donc des introductions très rapides, mais le terrain a été déblayé pour moi brillamment dans l'intervention précédente, donc je vais aller assez vite. Donc l'eau est une ressource limitée sur notre planète. L'eau douce dont nous avons besoin encore plus limitée, c'est quelque chose qu'il faut objectiver au regard de l'augmentation de notre population. Alors c'est pour ça que je parlerai un petit peu de changement global et pas que de changement climatique aussi, parce que la pollution est impactée aussi par notre mode de vie, notre société. Donc notre population augmente dans notre pays, mais au niveau mondial, et notre population en fait s'urbanise. On a un index de développement humain qui augmente, qui est lié en fait au niveau de développement. Donc la ressource disponible par habitant diminue. Alors, ceci est à regarder et à objectiver également par rapport au scénario de changement climatique qu'on nous a présenté précédemment. Donc, l'augmentation de la température qui va se traduire à différents niveaux mondiaux, régionaux, locaux, nationaux, par des précipitations variées, des événements extrêmes, des précipitations moindres à certains endroits, plus importantes à d'autres. Globalement, malgré tout, avec des projections qui, au moins pour nos pays européens, occidentaux et pays industrialisés, avec une ressource en eau qui va aller à la baisse globalement. Donc les impacts du changement climatique dont on a parlé, les phénomènes, donc moins de précipitations, alors avec la variabilité qui a été discutée, plus d'évapotranspiration, une sécheresse très prononcée en été globalement, moins de neige et de glaciers, donc ça c'est quelque chose qui est clairement observé, des événements extrêmes en augmentation, tant en intensité qu'en fréquence, avec couplé à la fonte des glaciers, et des assèchements de sol avec une diminution globale de l'humidité. Donc les conséquences sur la ressource en eau, on va avoir, donc on l'a vu, des débits plus faibles globalement, des débits d'étiage plus prononcés et plus longs, plus forts, des recharges qui vont être en baisse au niveau des nappes. Donc, au niveau des nappes, on va avoir globalement une ressource exploitable moindre. Néanmoins, on pourra aussi avoir des remontées de nappes, notamment au moment des événements extrêmes importantes, et donc des transferts qui vont changer, des relations nappe-surface qui vont changer, qui vont s'amplifier à certains moments et à d'autres moments qui vont ne plus forcément s'exercer. Des infiltrations qui seront moins importantes globalement, mais au moment des événements extrêmes, potentiellement un fort lessivage et un apport massif de matière vers les eaux souterraines. Donc des événements contrastés qui donc se traduisent. Alors moi je suis qu'à Explore 70, je suis pas passée à Explore 2, mais j'ai noté toutes les références, notamment le site Drias qui a l'air très intéressant. Donc des ressources en eau au niveau des cours d'eau qui vont baisser, des ressources en eau au niveau des eaux souterraines qui vont également baisser. Donc ça, c'est le schéma global avec la variabilité qui a été discutée précédemment. Donc sur la quantité en eau. Quand on parle d'eau, donc la quantité est une notion importante à discuter. C'est, on va dire, la première variable certainement pour nous les humains en termes d'utilisation. C'est aussi la première variable pour les organismes qui dépendent de cette ressource. Donc tous les organismes aquatiques, mais pas que, puisqu'en fait l'eau est au centre de tout. Mais au-delà de la quantité, il est important de regarder aussi la qualité.
la qualité que l'on a à analyser au regard également d'une évolution. Alors, c'est pas nouveau, hein. Nos écosystèmes, notre planète est contaminée, polluée, ou du moins on note la présence de composés chimiques globalement partout. Ces composés chimiques sont multiples et variés. Ils sont liés à nos activités agricoles, nos activités industrielles, nos activités domestiques et nos activités de santé. On est confronté à des mélanges très très complexes, ce sont des millions de molécules. Ces molécules, donc associées à ces multi-usages, sont multisources. On n'a pas de source parfaitement définie, on a un savant mélange de toutes ces sources. On est confronté pour un chimiste à une problématique complexe parce qu'on est obligé d'analyser la problématique selon un angle de mélange multiclasse. Les composés sont multiples et variés, de comportements et de physico-chimie très différentes. Tout ceci a amené en fait une équipe, donc l'équipe de personnes que vous devez connaître, qui a en 2009 proposé une sorte de classification en termes de limites planétaires. Définissant les limites planétaires qui peuvent être utilisées pour en fait proposer un équilibre des différents écosystèmes avec des valeurs à ne pas dépasser, donc des valeurs d'irréversibilité et de dysfonctionnement. En 2022, donc cette équipe a publié une révision de leur position et de leurs hypothèses, en ayant identifié donc une 5e limite planétaire franchie. Donc, parmi les limites planétaires que l'on connaît, on va dire, même si on ne les appelle pas de limites planétaires, la notion, par exemple, de la baisse de biodiversité, qui est documentée depuis très longtemps. Et donc, en début d'année, donc cette équipe a démontré, sur la base de modèles, que nous avions dépassé donc la limite planétaire de ce qu'ils ont appelé les noble entities, les nouvelles entités, les nouveaux composés, donc la pollution chimique. Donc la pollution chimique, son ampleur à l'échelle planétaire est telle qu'on est arrivé à un niveau d'irréversibilité. On ne peut pas revenir en arrière pour un grand nombre de paramètres. Alors, c'est lié à quoi? Un phénomène très simple, en fait, une augmentation de la consommation des molécules associées aux biens de consommation et des biens industrialisés. Donc, vous voyez ici les projections. Hein. La production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis les années 1950 et elle devrait tripler, selon les modèles, d'ici 2050. Si rien n'est fait, elle devrait tripler. Mais elle pourrait même augmenter d'un facteur plus important encore. Si on regarde la pollution par les plastiques, très emblématique, très médiatisée actuellement, très illustrative en fait du problème, visuellement parlant même, finalement, même si les microplastiques sont invisibles, ils sont peut-être plus visibles que des molécules elles-mêmes à l'état de molécules dissoutes dans l'eau. Donc cette production plastique a augmenté de 80% entre 2000 et 2015 et les prévisions montrent qu'elle va exploser si on en reste à notre production actuelle. Donc la pollution chimique est réellement préoccupante quand on la met au regard d'une ressource en eau bornée qui, en termes de disponibilité, est vouée à diminuer. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut impérativement mieux comprendre, mieux cerner, mieux documenter pour in fine, en fait, la gérer. Parce que comprendre, c'est bien, mais bon, les constats un petit peu dramatiques, on se rend compte que actuellement, c'est un message qui ne passe plus trop. On entend beaucoup, y compris même chez des jeunes étudiants. Ben oui, mais bon, le constat est là, mais que faire? Alors, pour faire quelque chose, malgré tout, il faut avoir une connaissance approfondie de façon à ne pas se tromper de cible. Dans le cas des composés chimiques, la problématique est quand même compliquée de par la multiplicité de molécules. Donc, si on regarde l'eau est le réceptacle final de tout ce qu'on consomme,
Donc, in fine, tout ce qu'on va utiliser dans notre société va se retrouver dans l'eau. Alors, l'eau de surface, l'eau souterraine, l'eau interstitielle des sols, tous ces compartiments étant en communication, en interaction. Et bien évidemment, on va avoir aussi des transferts de compartiment à compartiment avec un rôle très important de l'atmosphère. Et on va y revenir, parce que l'atmosphère, au regard des changements climatiques, va avoir une influence, toujours importante, l'influence de l'atmosphère en termes de transport, mais elle peut devenir plus importante. On le voit notamment en Arctique actuellement. Nous avons pour l'eau de multiples réglementations. Ces réglementations, même si elles sont très pertinentes, ne concernent qu'un nombre borné de molécules. On a des listes réduites, moins de 50 composés sur la liste de la directive cadre sur l'eau, quelques centaines de molécules dans le meilleur des cas. Notre problématique, en fait, est d'arriver à terme à comprendre l'impact de milliers, voire de millions de molécules. Donc, au niveau de l'eau, sachant que l'eau, donc comme je l'ai dit en résumé, est la cible d'apports multiples, de sources très diverses, de façon constante, chronique ou accidentelle, qu'un grand nombre de composés, si on prend le cas des pesticides, ne sont plus d'une origine spécifique. On finit le temps des pesticides agricoles. On a aussi des pesticides domestiques. Donc, quand on prend les composés comme les composés fluorés, ils sont également de multiples sources. On trouve des fluorés dans certaines formulations de produits agricoles, mais on en trouve dans les vêtements, on en trouve dans l'industrie, on en trouve dans les transports. Donc, on a quelque chose qui est complexe à cerner. Cette eau, donc, c'est une ressource pour l'humain, c'est un milieu de vie pour de multiples organismes, et c'est essentiel dans tous les cycles biogéochimiques, biologiques, climatiques également, puisque c'est un élément de régulation du climat. Donc, on peut avoir des effets de rétroaction très importants. Ce qui fait qu'actuellement, finalement, l'eau, on peut dire que c'est devenu un enjeu global. Pendant longtemps, on a considéré que c'était des enjeux régionaux, nationaux. Le climat est depuis longtemps considéré comme global. Mais finalement, l'eau devient un enjeu global et qui est impacté par des enjeux globaux. Donc le changement global, le changement des usages en lien aussi avec la production, le changement climatique et cette fameuse pollution chimique qui devient elle aussi un enjeu global. Comme Pearson et al. L'ont si bien montré. À titre d'exemple, je vous ai aussi mis une petite référence sur le Burlington Consensus, donc webinaire qui a eu lieu en janvier 2022 et qui a discuté de cette question de la chimie, pollution chimique comme un enjeu global, planétaire, ce qui est assez nouveau. Alors, ce qui démontre bien que la pollution chimique est un enjeu planétaire, y compris pour l'eau, eh bien, c'est les problématiques de l'Arctique à l'heure actuelle, où on voit des spots de pollution très conséquents et où on voit l'impact du changement climatique très fort, puisqu'en fait, on voit des rebonds de contamination et des tendances temporelles qui étaient la diminution repartent à l'augmentation du fait de changements de phase des composés sous, en fait, l'effet par exemple, de la température par le biais de volatilisation de composés emprisonnés dans les glaces qui fondent, par exemple. Donc, au niveau des masses d'eau en France, la qualité des masses d'eau n'est pas mauvaise. Donc, on a 62% qui sont en bon état. On a eu une amélioration en l'espace d'une dizaine d'années, puisqu'on était plutôt vers 50% dans les années à la fin des années 2010. Donc, on a une eau qui est à peu près en bon état. Chimique notamment. Alors plus en bon état chimique qu'en état écologique. On a des masses d'eau en état écologique pour le moment déclassées mais non expliquées par les paramètres chimiques. Ceci est quand même à mettre en regard de la liste réduite. Pour faire ce diagnostic, on se base sur une cinquantaine de molécules. Donc on est, on va dire, en amélioration sur les molécules connues, ciblées et documentées dans la directive cadre sur l'eau, ce qui ne veut pas dire que c'est le cas pour les autres molécules. Un petit focus sur le bassin Rhône-Méditerranée qui est intéressant. Bon, c'est un bassin qui est très anthropisé, qui donc a toutes sortes d'apports. Une industrie forte et florissante, beaucoup d'urbanisation, une agriculture aussi conséquente. Donc ce bassin, vous voyez, donc a plus de la moitié de ces cours d'eau qui sont en bon état.
sur les paramètres de la directive cadre sur l'eau. L'évolution de quelques paramètres, vous voyez, pour les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou les pesticides. Alors, les pesticides documentés dans la directive cadre sur l'eau, donc une liste très réduite. Globalement, on voit que le risque baisse. Donc, on a donc des composés qui passent en dessous des seuils de NQE et donc documentant un risque plus faible. Néanmoins, on voit que pour les autres micropolluants organiques, on a quelque chose qui donc a baissé et est en cours de réaugmentation. Alors pourquoi on est en cours de réaugmentation? Eh bien, en fait, on met de plus en plus en évidence des composés dans les cours d'eau. Vous voyez que sur cette courbe, on voit très nettement que le nombre de pesticides, de micropolluants organiques, de substances d'intérêt émergent, alors on trouve de tout, hein, des cosmétiques, des plastifiants, des agents de surface comme les perfluorés par exemple, eh bien on a à partir des années 2010 une augmentation. Alors, ça ne traduit pas une diminution de la qualité de l'eau. En fait, ça traduit une amélioration de nos capacités d'analyse. C'est-à-dire qu'on s'est mis à trouver de plus en plus de composés parce qu'on a commencé vraiment à les chercher et que ces 15 dernières années, on s'est doté d'outils permettant de les investiguer. Donc, on peut parfois avoir des schémas qui peuvent prêter à confusion, puisque donc en regardant mon schéma précédent, on pourrait conclure très rapidement que la qualité de l'eau se détériore, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle s'améliore. Ça veut juste dire qu'on documente de mieux en mieux quelque chose de complexe. Alors au regard, donc, si on regarde un petit peu cette qualité de l'eau par rapport à ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc, si on prend les différents bassins versants français, hein, donc on a, comme je l'ai dit, des rapports de micropolluants de différentes sources. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là, je vous ai mis une petite figure pour montrer l'évolution de l'urbanisation de nos sociétés. Tous les pays s'urbanisent, le nôtre aussi. Alors nous, on est sur un petit plateau, mais globalement, enfin un petit plateau, une augmentation plus modérée que dans certains pays, mais globalement, on a une société qui s'urbanise et nos grandes villes utilisent beaucoup d'eau, sont implantées auprès des cours d'eau. Et donc, ce changement sociétal est aussi important à prendre en considération, tant pour l'usage de l'eau, mais également tant pour sa pollution, puisque une ville est un écosystème qui pollue réellement. Il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que l'industrie, et notre population urbaine est en augmentation. Les usages donc sont multiples et variés, et on est confronté donc à des pollutions historiques et à des pollutions actuelles, donc ces fameux polluants émergents, qui donc sont à l'origine d'apports continus et d'apports discontinus. On a aussi une problématique quand on regarde l'eau, c'est les micropolluants stockés dans les sédiments. Donc si on regarde maintenant ce que pourrait être l'impact du changement climatique sur la qualité de l'eau, on a grosso modo plus d'impact potentiellement négatif que d'impact potentiellement positif. Et on le verra ensemble, même les impacts potentiellement positifs, qui sont recensés à l'état de 2, pourraient s'avérer en fait négatifs. On le verra juste un petit peu plus tard. Donc les augmentations que l'on peut simplement en fait tirer des conclusions que l'on a vues précédemment, eh bien on devrait voir une augmentation des concentrations dans la phase dissoude. On devrait aussi dans certains cas avoir des changements de phase, des composés qui vont se désorber, puisqu'en fait l'eau changeant de température, ça va favoriser la solubilisation. La solubilisation est plus importante plus la température augmente. Ce qui rendra les polluants plus biodisponibles également, puisque les organismes à métabolisme élevé vont également filtrer plus. La fonte des glaciers entraîne une remobilisation des polluants stockés, des polluants anciens, comme d'ailleurs la fonte des glaces en Arctique et en Antarctique. On considère qu'il y aura des événements extrêmes, donc des crues plus fréquentes, des ruissellements aussi très importants, ce qui va entraîner une remobilisation, et également alors une remobilisation des polluants anciens piégés dans les sols et les sédiments, mais également un apport massif qui n'aura pas eu le temps d'être dégradé par les sols vers le milieu aquatique. Les baisses de débit, les étiages très fréquents de l'été augmenteront la concentration des polluants également. Donc le métabolisme, j'en ai parlé. Logiquement,
l'augmentation de la température devrait activer le métabolisme et ce qui devrait amener en fait une augmentation de la toxicité à concentration équivalente. Un effet que l'on étudie actuellement, qu'il est compliqué malgré tout de quantifier, c'est l'adaptation. Les organismes sont en train de s'adapter. Donc ça, c'est un phénomène positif. Pour autant, en s'adaptant, ils utilisent de l'énergie qu'ils ne peuvent pas ensuite utiliser pour d'autres phénomènes, comme par exemple la détoxification. Donc ce sont des organismes qui, en ayant besoin de s'adapter, vont être plus fragiles quand ils seront exposés à des contaminations. On est sur des effets qui ne sont pas des effets aigus, on est sur des effets assez moyen long terme, assez complexes à étudier, puisque du coup on est en ce qu'on appelle le multistress, et dans l'étude de ce stress supplémentaire qui est l'adaptation en fait. Quand on regarde la problématique précise des eaux souterraines, ces eaux souterraines étant impactées soit par percolation, soit par, on va dire, lessivage et remontée des maths, on pourrait avoir une libération du stock des molécules et des métabolites, sachant que les eaux souterraines, vous le verrez un peu plus loin, sont des gros réservoirs de polluants, alors anciens, mais également actuels. Et puis, donc, par rapport à l'eau, on peut aussi prédire qu'il y aura des perturbations du fonctionnement des stations d'épuration qui devront être designées pour traiter des événements extrêmes et les traiter correctement comme en période de temps sec, qui devront aussi s'adapter à des changements de température, et tout ça affectant donc le fonctionnement des stations d'épuration. Au niveau des effets positifs, j'oubliais, mais on y reviendra. Donc, la température va augmenter la volatilisation, donc on devrait avoir une diminution de la concentration dans l'eau par volatilisation. Le seul problème, c'est que si ce sont des composés persistants, il ne faudra que les déplacer, puisqu'ils se redéposeront ailleurs. C'est ce qui se passe en Arctique. L'augmentation de la dégradation des micropolluants par les micro-organismes et surtout par la photodégradation. Ça pourrait être positif, mais ça peut aussi amener quelques déconvenues. Globalement, donc, on va avoir, au-delà de la concentration arithmétique des polluants, des modifications du transport, des transferts et de la réactivité. Alors, comment ça pourrait impacter la qualité des rivières? Ici, une pollution historique, on connaît bien les polychlorobiphéniles, donc on a des stocks de PCB un peu partout. Donc globalement, les indicateurs qualité PCB sont à la baisse et on va vers quelque chose qui s'améliore. On a encore des pollutions et des spots de PCB sur notre territoire, mais vous voyez, entre les cartes de 45 à 2018 et de 2000 à 2018, on voit une légère évolution avec non pas une disparition des PCB, mais une sorte de lissage. Les PCB ont commencé à se dégrader. Pour autant, on a des PCB stockés dans nos sédiments. Et qu'est-ce qui peut se passer lors de crues? Il peut y avoir de la remobilisation en fait de PCB qui ont été stockés, et donc on peut revoir des pics de contamination. C'est illustré par ce schéma. Vous avez ici donc les concentrations en PCB de différents fleuves sur plusieurs années. Et vous avez donc indiqué en grisé la période hotspot où on consommait encore des PCB, où on était en train de les interdire. Vous voyez que de nombreux fleuves ont vraiment leur maximum à cette période-là, donc les années 70-80, et depuis on a une lente décroissance de la concentration en PCB, sauf dans le Rhône. Alors, on s'est demandé pourquoi dans le Rhône, on avait quelque chose qui était différent et décalé. Et l'explication, alors dans un premier temps, on s'est dit que c'était parce que il y avait des industries polluantes sur le Rhône. Mais l'explication la plus probable, c'est en fait la gestion du fleuve qui a un certain nombre de grands barrages. Et donc, on a des lâchers d'eau assez réguliers qui perturbent en fait la sédimentation et qui remettent en suspension des sédiments. Donc en fait, on voit ce que pourraient faire des crues de façon régulière très importante. Quand on regarde la situation du Rhône, on voit qu'on a des remises en suspension de matériel pollué qui en fait remettent la pollution PCB historique en circulation. Quand on regarde donc sur des polluants plus actuels, comme les composés fluorés, on voit que ces composés fluorés, on en trouve de façon très nette maintenant. Nos sédiments sont contaminés. Donc l'exemple ici toujours du bassin de Rhône.
On voit que cette pollution est historique. On voit qu'elle a commencé dans les années 80. Vous voyez ici la stratifigration historique. On voit aussi qu'elle a changé de typologie. Ça, c'est lié aux interdictions. Donc, on a interdit certains composés de cette famille, mais on a autorisé et on continue à en utiliser certains. Donc, on voit qu'on pourrait avoir exactement avec cette famille la même saga qu'avec les PCB et qu'une remise en suspension de sédiments profonds amènerait de nouveau une contamination en rebond, même si on arrête le robinet des composés fluorés. Donc les événements extrêmes peuvent poser ce genre de problème. Quand on regarde les interactions sol-eau et transfert et transformation. Donc j'ai pris un exemple simple qui maintenant est bien documenté, le S-métolachlore et son transfert vers le milieu aquatique, avec deux situations contrastées, donc la Gironde et puis le bassin d'Arcachon. Au niveau du bassin d'Arcachon, bon, ça faisait longtemps que Mac m'avait pas posé des problèmes. Donc là, c'est un schéma qui montrait l'incorporation des pesticides après épandage, donc les phénomènes classiques de lessivage, de percolation, de dégradation. Ah oui, ah ben, on ne me l'a pas affiché. Voilà, je reviens. Donc, des phénomènes donc, de solubilisation, ce qui était intéressant, donc des phénomènes de dégradation, des phénomènes de ruissellement et des phénomènes de percolation, lixiviation, tous ces phénomènes étant affectés par le changement climatique. Quand on regarde donc les transferts verticaux, je vous ai montré ici un exemple. Donc sur la bentazone et le métolachlore, on voit que le transfert des On voit que le transfert des molécules, bentazone ou métolachlore, est plus important quand on a donc des précipitations plus importantes liées à la percolation tout simplement. Quand on regarde maintenant la situation du métolachlore, la plupart du temps, le métolachlore n'est pas trouvé, mais on va trouver comme ici, donc ça c'est un point des sols du bassin d'Arcachon au niveau de la nappe souterraine. On voit donc des concentrations très fortes, plusieurs milliers de nanogrammes par litre, avec donc les deux métabolites principaux du métolachlore, le métolachlore ESA et OA. Donc ces eaux contaminées, en fait, contaminent par échange de nappe surface les rivières et les fleuves de ces écosystèmes. Et on voit ici que la Leyre est contaminée tant en hiver, on a des pics hivernaux, que des pics estivaux. Et quand on regarde le rapport des molécules, eh bien on voit que les eaux d'hiver sont marquées par les métabolites et les eaux de printemps sont marquées par le composé lui-même. Donc ça, c'est ce qui montre justement cette relation nappe-surface qui sera en fait perturbée par le changement climatique. On nous a dit qu'on aurait beaucoup de pluie en hiver. Donc en fait, on va augmenter ces situations de transfert de ces eaux contaminées en surface vers nos eaux de surface. Elles-mêmes seront, dans certains cas, assez abondantes, donc on pourra avoir une sorte de dilution, mais il est difficile de prévoir à l'avance le résultat, augmentation, minima, stabilisation. La même situation est observée au niveau de la Gironde. Vous voyez ici des pics de concentration au printemps, donc en période de traitement, avec du métolachlore, et en hiver, de façon très marquée, ici, avec donc des métabolites. Donc ces transferts, donc notamment pics hivernaux, sont vraiment conditionnés à l'intensité des pluies et à leur quantité. Voyons maintenant le dernier paramètre donc, que je voulais discuter avec vous. Donc, cette augmentation de la dégradation des polluants par les micro-organismes et surtout par la photodégradation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être positif. Néanmoins, quand on dégrade, donc on met en œuvre des procédés de transformation qui sont donc biologiques, qui sont photochimiques. On en met aussi donc des procédés qui vont être de type plus ingénierie dans nos stations d'épuration. Et ces procédés de transformation sur les composés organiques vont créer des produits de transformation qui peuvent être majoritaires. On a vu le cas du métolachlore. Vous verrez, je crois, c'est cet après-midi, une très jolie conférence sur le chlorothalonil où on a aussi malheureusement la malchance de générer des métabolites très abondants et très stables. Donc,
des composés de transformation qui peuvent être persistants. Ces composés de transformation peuvent être plus toxiques que le composé parent, ou même plus persistants en fait, et pour beaucoup, ils sont inconnus. Donc, on va devoir documenter pour le futur réellement cette problématique de composés de transformation. Pour cela, on a besoin de méthodes de spectrométrie de masse assez particulières, puisqu'en fait, ces composés inconnus, ne les connaissant pas, nous n'avons pas d'étalons, nous pouvons juste prédire leur structure, un petit peu comme ici. Là, c'est de la prédiction, mais la prédiction ne nous permet pas de les analyser. Donc se développe maintenant, on en a déjà parlé, je crois ici, donc des méthodes basées sur la spectrométrie de masse haute résolution, qui nous permettent d'obtenir des empreintes. Donc on va raisonner qualitativement par empreinte et comparer ces empreintes. Ces empreintes, donc vous avez ici l'empreinte d'une entrée de station d'épuration et d'une sortie de station d'épuration. On peut voir l'intensité des petits points qu'on a une disparition de molécules. On a une disparition à peu près de 25% d'entités. Bon, alors la disparition de ces entités, eh bien en fait, des entités qui disparaissent de façon notable, donc ça c'est intéressant, c'est positif. Maintenant, on a des entités qui sont persistantes, un certain nombre. Il est clair que ce sont les entités sur lesquelles il faudra focaliser notre effort de connaissance, puisqu'elles peuvent vraiment être pertinentes en termes de suivi. Et nous avons des entités qui apparaissent. Et celles-là, nous n'avons pas de données. Ici, donc, un petit résumé d'une étude que nous avons menée. Nous avons pu mettre en évidence pour un composé particulier un certain nombre de produits de transformation qui sont présents dans la station d'épuration en sortie, qui ont été générés, notamment le TP280. Ce TP280, donc ce métabolite de la venlafaxine, eh bien, on voit qu'on peut le retrouver ici en aval de la station d'épuration dans la gel de Blanquefort. Donc à l'heure actuelle, il est encore entre guillemets inconnu. Il a donc une formule suspectée. Il nous faut maintenant le qualifier. Pour faire ces études en premier lieu, en fait, on va commencer à travailler au laboratoire pour postuler des identités. Alors, je vais vous montrer ici juste à titre d'illustration comment on peut procéder. Donc là, on s'est mis à vouloir étudier donc les phénomènes de photodégradation pour des micropolluants que sont les psychotropes. Donc, nous avons choisi un certain nombre de psychotropes connus pour être présents dans les effluents de stations d'épuration et nous les avons donc étudiés suite à des expérimentations de dégradation solaire. Nous avons analysé les échantillons après donc 12, 24 et 48 heures de photodégradation en nous focalisant sur les 48 heures. Partant du principe que les photoproduits à 48 heures seront les plus stables, ceux qui sont rémanents à 48 heures, et auront le plus de chances de se retrouver dans le milieu naturel. Donc, nous avons mené donc ce screening haute résolution. Donc, on est toujours en qualitatif à ce niveau-là. On peut donc, selon les différentes matrices, ici c'est l'OUZ, mettre en évidence les entités qui apparaissent en rouge, les entités qui disparaissent et les entités donc qui disparaissent et apparaissent, qui sont donc ici communes à l'homélicu et différentes. Ceci donc nous permet ensuite de faire une sorte de tri. Donc on va se focaliser, comme je vous l'ai dit, sur les entités qui sont présentes dans les échantillons irradiés. On va donc tirer une liste de 152 entités potentiellement pertinentes. Ces 152 entités pertinentes eh bien, vont être triées, qualifiées, pour arriver à donner donc une pseudo-identité. Alors, quand je dis pseudo-identité, c'est qu'on n'est pas forcément allé jusqu'à la confrontation avec une molécule donnée. Donc, on s'arrête en fait avant la confrontation finale à l'étalon. Mais on peut donc identifier 93 photoproduits pertinents qui appartiennent donc à la famille des différents composés que nous avions ciblés. Vous voyez 38 photoproduits pertinents potentiels de la venlafaxine, 10 de l'alprazolam. Donc, une fois qu'on a ça, on va me dire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on essaye donc de regarder quels sont les plus abondants, puisque, mine de rien, la quantité de ces composés est aussi importante à considérer par rapport à leur pertinence environnementale. Ça nous a permis de faire un tri, encore par abondance. Et ensuite, donc, nous sommes donc arrivés à mettre en place une liste de 26 potentiels produits de phototransformation, donc ayant une stabilité avérée, ayant une abondance conséquente, étant pertinent car
reproductibles. Donc nous avons pu confirmer l'identité de 8 grâce à des étalons qui sont disponibles facilement. Et nous sommes actuellement en train de confirmer leurs identités pour les composés restants. L'étape d'après sera d'aller les chercher dans le milieu naturel, notamment dans cette fameuse petite rivière que je vous ai montrée précédemment, qui est une sorte de laboratoire à ciel ouvert. En conclusion, je dirais que donc, la pollution chimique, c'est un enjeu global complexe, qu'il est réellement important de conduire en termes de compréhension en parallèle des analyses et des évaluations et des modèles de quantité. Donc c'est tout ce qu'on a entendu précédemment peut à terme être utilisé par la communauté de chimistes pour essayer de prédire les évolutions à long terme. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse, c'est de prédire, tant pour les composés finalement initiaux que pour les composés phototransformés, quelles pourraient être les évolutions, de façon à prendre ensuite des décisions. En conclusion, la qualité de l'eau s'est améliorée ces dernières années, mais au regard des paramètres suivis, donc, et donc limités. Néanmoins, la population et les usages sont en augmentation, ce qui va amener des apports en augmentation. Le changement climatique induit un changement également des usages, notamment au niveau de l'agriculture. Ce changement des usages, pour le moment, n'est pas forcément parfaitement modélisé, prédit, et donc ça amènera également une variation des apports. Les usages de l'eau sont en augmentation, ce qui amènera de la reconcentration. On n'a pas parlé de reuse, mais on va en parler juste après, je crois. Et donc là aussi, la question du reuse, en termes, au regard de la quantité et de la qualité, se questionne, puisque ça va amener forcément, si on ne fait pas grand-chose, à un enrichissement de la pollution. On sait que les ruissellements, mobilisation des stocks devraient amener des apports en augmentation, que le débit, les niveaux en baisse devraient amener des concentrations de micropolluants plus importantes. Et donc cette dégradation qui pourrait être favorable pourrait se révéler problématique. L'exemple du métolachlore, l'exemple du chlorothalonil que vous verrez dans une conférence ultérieure, parce qu'on a l'apparition de produits de transformation très stables. Certains ne sont pas forcément pertinents au sens de la réglementation, certains ne sont pas toxiques, mais en tout cas pour la majorité, ils sont réellement de comportements et de propriétés multiples et variées, tant physico-chimiques que toxicologiques inconnues, et donc posent de grandes questions. Donc les besoins sont d'objectiver les tendances à long terme, de caractériser les différentes phases, de suivre les événements extrêmes. On manque de données sur les événements extrêmes. On a des suivis chroniques, on va dire annualisés maintenant, mais on a du mal à suivre les événements extrêmes parce que, en fait, on a du mal à réagir en instantané et on est à des concentrations faibles qui font que les capteurs ne marchent pas pour le moment. Mais il y a des voies de développement dans le développement de capteurs. Il est réellement nécessaire de caractériser mieux les produits de transformation, les inconnus. Après, en termes de gestion, pour le moment, il est important de diminuer les apports, c'est clair. Il est important d'améliorer la collecte, le traitement des eaux usées, puisqu'on sait que c'est un vecteur. Donc, et il est aussi rationnel de penser qu'il serait peut-être nécessaire de diminuer le nombre de composés utilisés. En termes de gestion, ça semble, au regard de l'étude de Pearson, assez évident. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci Hélène pour cette brillante conférence. Et merci Eric aussi, évidemment, de nous avoir alimenté ce matin avec toutes ces questions qu'on peut se poser sur les effets des changements climatiques et des changements globaux plus généralement. Alors, les questions, on va prendre peut-être 5 ou 10 minutes sur la pause pour les questions. Je regarde les organisateurs. On démarrera 10 minutes après, non, c'est ça? Oui, non? Vous faites un signe. Allez, allons-y, des questions. Oui, Laurent. Bonjour, Laurent Moulin, Haut-de-Paris. Merci pour la très belle présentation. Petite question sur la fin, vous faites un très beau travail sur la photodégradation et vous trouvez des nouvelles molécules. Est-ce qu'il existe un volet dans vos travaux ou en collaboration sur la partie toxicologie que vous avez un peu cité sur la fin, mais qui me paraît essentielle? Vous faites la pertinence sur les volumes, mais finalement, peu importe si elles sont très nombreuses et pas du tout toxiques, c'est pas gênant. Donc est-ce qu'il y a des équipes qui travaillent Oui, c'est vrai que vous avez raison, c'est pas forcément toujours aussi évident, mais... est-ce qu'il y a des équipes qui travaillent un peu sur la toxicologie, oui. qu'elle soit réelle ou simulée, ou théorique, etc. Oui. Alors, même à Bordeaux.
Oui, tout à fait. Alors, c'est l'étape d'après, en fait, ou l'étape concomitante. Donc, de la modélisation de toxicité, quand on en est aux inconnus et à la non obtention du composé, parce que ça, c'est un problème de ne pas avoir les étalons. L'étape d'après, en effet, quand on identifie des composés, c'est d'aller vers des études d'écotoxicologie plus ou moins classiques. Une façon de contourner le problème, c'est d'utiliser en fait les approches d'effect directed analysis, puisque on peut, quand on a, donc ça a été fait notamment avec l'équipe de Selim Aïtaïssa à l'INERIS, et c'est ce qu'on voudrait mettre en œuvre dans les études de photodégradation. On peut de la même façon, et on l'a fait, mais pas de façon systématique dans le projet, c'est prévu pour l'étape d'après. On peut suivre, comme le screening haute résolution, un screening tox, et on peut voir si la tox apparaît, disparaît ou est conservée, se focaliser exactement de la même façon sur j'apparais, je disparais, fractionner de plus en plus finement pour aller récupérer la fraction d'intérêt et là voir si les composés que l'on a pu identifier comme étant pertinents d'un point de vue persistance, quantité, sont aussi pertinents d'un point de vue écotox. Voilà. Et c'est comme ça que la boucle peut être bouclée sans étalons. Mais c'est long. Merci. Autre question? Oui. Oui, bonjour, Véronique Gouin-Athélis, spécialisée en blanchisserie et plus spécialement dans les rejets de blanchisserie. Là, récemment, on a présenté une étude au ministère sur les phtalates, en fait, dans les rejets de blanchisserie. Alors moi, ma question, c'est que là, vous trouvez de nouvelles molécules. Que pensez-vous, en fait, des problématiques d'incertitude de mesure ? Par exemple, là, je vois les phtalates, on a 60% d'incertitude. Donc, si on rajoute encore, si on rajoute encore des molécules dans les listes sectorielles pour les industriels et qu'on ne sait pas vraiment les analyser, quel est votre avis à ce niveau-là ? Alors, ça sera pervers et pernicieux puisqu'on produira des chiffres de mauvaise qualité qui, en fait, amèneront à ne pas considérer l'étude. C'est ce qui s'est déjà passé dans le passé pour les phtalates à plusieurs reprises. Donc le but, ce n'est pas de faire grossir les listes à l'infini, c'est d'arriver à trouver vraiment les molécules pertinentes à implémenter. Voilà, donc des molécules, il y en a beaucoup, il y en aura encore longtemps beaucoup. Il faut savoir que certaines sont aussi naturelles. Enfin, on baigne dans la chimie, hein, voilà. Notre vie est de la chimie. Mais par contre, essayer d'améliorer la pertinence des listes par l'implémentation de nouvelles molécules. Vous verrez avec, je crois que c'est cet après-midi, l'exemple de la Suisse et l'implémentation maintenant dans certains de leurs suivis de cette fameuse famille du chlorothalonil avec des métabolites qui posent réellement problème. Donc voilà, on peut voir des courbes à la baisse parce que en fait, on vise dans ces listes un peu datées certains pesticides, mais qui sont finalement gérés, et puis passer à côté de l'émergence d'un problème, typiquement, comme on a pu le voir avec le métolachlore, ou comme on est peut-être en train de le voir avec le chlorothalonil. Donc le but est ainsi, hein, c'est pas d'augmenter les listes à l'infini, c'est d'essayer d'un peu plus objectiver les polluants pertinents, donc ceux notamment qui résistent à l'épuration et ceux qui sont créés par l'épuration, puisqu'on sait que ce seront eux qui seront entraînés dans le milieu à un moment donné. Il restera quand même l'incertitude entre les labos, vous avez raison. Mais si vous relisez la dernière directive européenne, sortie en 2020, je crois, décembre 2020, quelque chose comme ça, vous verrez qu'il y a maintenant, c'était peut-être aussi le cas avant, des pourcentages d'erreurs tolérés, mais qui dépendent du composé. Hein. Avec une liste de tableau. Alors, sur des molécules qui ne sont pas assez nombreuses, c'est vrai. Autre question ? Oui, je ne sais pas si mon microphone fonctionne. Oui, ça fonctionne. C'est Stéphane Keller, je travaille en Suède. En Suède, on utilise de plus en plus des tests de toxicité parce que les traitements de l'eau, ils sont débordés par... ils n'ont pas les connaissances pour les produits chimiques. Et c'est plus en plus accepté d'utiliser les tests avant et après le traitement. Qu'est-ce que est votre vue là-dessus, où on est en France avec ça ? En France, je pense qu'on est un peu moins avancé. C'est des choses qui sont étudiées pour être implémentées à terme, notamment par l'OFB. Il y a tout un service qui s'occupe de cette problématique et qui travaille. Alors, ça se fait de façon... Haute-Paris, je pense, le fait. De mettre
de façon volontaire un double screening au-delà du screening réglementaire chimique. Pour le moment, le réglementaire en France est chimique, si je ne m'abuse. Et donc, il peut y avoir des initiatives, et il y en a de plus en plus, de doubler ça par des approches utilisant des tests, des biotests de différents types. Il y a beaucoup de projets de recherche ou de recherche appliquée sur ce volet-là. Et au niveau de l'OFB, donc, il y a une démarche pour essayer de proposer à terme des tests pertinents, encadrés, normalisés et puis répétables aussi malgré tout. Voilà. Donc, je pense que la France est en retard malgré tout, mais elle va un peu dans ce sens-là. Merci. Sur les amétolachlore, ce que tu montrais sur les rivières, l'air, c'est ça? Oui. On a exactement les mêmes observations dans le Gers. Oui, À partir des études, enfin des données de l'agence d'Ogaron et de l'ARS du coin, on voit exactement les mêmes phénomènes entre l'hiver et l'été, et entre l'hiver et le printemps, pardon, et entre la molécule mère et ses principaux métabolites. Oui, c'est un très bon traçage, et les pics hivernaux on a eu des pics hivernaux, notamment lors de grosses crues, Énorme. qui sont très très conséquents. Ah oui. Plusieurs microgrammes par litre.